Bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Les 4 chefs d'État africains sont arrivés à Kiev ce vendredi pour accomplir leur mission de médiation. Une médiation qui intervient en pleine contre-offensive ukrainienne avec une intensification des combats sur le terrain. Au Sénégal, le gouvernement se justifie 10 jours après les affrontements et l'assignation à domicile d'Ousmane Sonko. Les autorités évoquent des lenteurs judiciaires et le principe de précaution. Les Nations Unies se sont penchées ces derniers mois sur la crise mondiale de l'eau, force vitale de la planète, trop longtemps ignorée malgré les milliards d'humains en danger face à sa rareté ou sa pollution. Illustration des défis climatiques à suivre en fin d'édition. Une délégation africaine et un message de paix pour l'Ukraine. Ce vendredi, 4 chefs d'État sont arrivés dans le pays pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Cette médiation intervient en pleine contre-offensive ukrainienne avec une intensification des combats sur le terrain. Retour sur les temps forts de cette journée avec Émeric Tarquinio. Azali Assoumani des Comores, Macky Sall du Sénégal, Hakainde Hichilema de la Zambie et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa dans un train jeudi en partance pour Kiev. Ils sont arrivés ce vendredi dans la capitale ukrainienne, point de départ de cette mission de médiation africaine dans la crise entre la Russie et l'Ukraine. Une initiative 100% africaine saluée par l'ONU. Il s'agit d'une initiative importante basée sur la bonne volonté d'un certain nombre de pays significatifs. Avant de rencontrer le président Volodymyr Zelensky, la délégation s'est rendue à Boutcha, l'une des villes névralgiques au début du conflit. À Boutcha, les chefs d'État et de gouvernement africains ont participé aux côtés des responsables de la ville à une cérémonie d'hommage aux centaines de personnes tuées au début du conflit. Comme prévu, le président est arrivé ici sain et sauf à Kiev, aux côtés d'autres chefs d'État et de gouvernement qui font partie de la mission de paix des dirigeants africains. Le président vient de terminer une visite dans la ville de Boutcha, où il a été emmené à travers un site d'enterrement civil de masse, où un certain nombre de personnes ont été tuées au début de ce conflit. Le conflit russo-ukrainien affecte le monde entier, mais ses conséquences économiques impactent sérieusement l'Afrique. Et pour cause, de nombreux pays du continent dépendent des céréales exportées par Kiev. Leur blocage dans les ports ukrainiens fait peser un sérieux risque d'insécurité alimentaire sur plusieurs pays africains. Un accord conclu l'année dernière avait permis d'éviter le pire. Il a été prolongé en mai, mais souffre dans son application. Vous avez un groupe de chefs d'État et de gouvernement africains voyageant ensemble pour tenter de trouver un chemin vers la paix dans ce conflit. Comme vous le savez tous, l'Afrique a été durement touchée par ce conflit en termes d'insécurité alimentaire. Le prix du grain, le prix de l'engrais. Mais cette mission sert également à chercher une voie vers la paix qui atténuera les souffrances que vivent les populations ukrainiennes. Au cœur des discussions entre les 4 présidents africains et Volodymyr Zelensky, le respect de l'accord céréalier. La Russie, quelques jours avant cette mission, avait menacé de rompre l'accord, accusant l'Ukraine de ne pas respecter les thèmes du traité concernant l'exportation des engrais russes. Samedi, à Saint-Pétersbourg, en Russie, le sujet sera également abordé au cours des discussions avec Vladimir Poutine. Et justement, en parlant de la Russie, Vladimir Poutine a reçu jeudi à Moscou Abdelmajid Tebboune, le chef d'État algérien. Une visite en grande pompe qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les 2 pays. Mais difficile de dissocier ce voyage diplomatique à l'invitation de Moscou du contexte de guerre en Ukraine. Émeric Tarquinio. Moscou cherche de nouveaux partenaires. C'est du côté de l'Algérie que le chef du Kremlin tourne son regard dans une opération séduction de son homologue Abdelmajid Tebboune. Pour ce faire, toute une délégation algérienne est arrivée jeudi à Moscou pour une visite d'État de 3 jours. Je tiens à vous faire part de ma profonde satisfaction de notre rencontre. Je vous remercie de votre hospitalité qui
témoigne la profondeur de l'amitié qui existe entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Au premier jour de cette visite, Moscou et Alger ont signé une déclaration sur un partenariat stratégique approfondi, renouvelant ainsi un document du même type paraphé en 2001. Outre les relations diplomatiques entre les deux pays, l'Algérie et la Russie, deux puissances gazières, coopèrent également sur le plan énergétique. Vladimir Poutine affirmait jeudi que la coordination entre les deux pays contribuait à la stabilisation des prix mondiaux, car depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie s'efforce de renforcer ses relations en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Malgré les pressions exercées par des pays étrangers, nous ne permettons pas ces pressions influencer nos relations avec la Russie. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Moscou cherche de nouveaux partenaires. La Russie cherche à s'imposer comme le partenaire privilégié de plusieurs États en Afrique, parfois au détriment de la France. Au Sénégal, plus de 10 jours après l'assignation à domicile d'Ousmane Sonko, le gouvernement se justifie. Pour lui, le fait que les autorités n'aient toujours pas fait arrêter l'opposant Ousmane Sonko, condamné à la prison ferme, mais le bloquant chez lui s'explique par les délais de la justice et le principe de précaution. Émeric Torquignon pour les détails. Toujours en liberté, Ousmane Sonko pourrait bientôt être arrêté par la police sénégalaise. Lors d'une conférence de presse à Dakar, le gouvernement sénégalais a justifié pourquoi Ousmane Sonko n'a pas commencé à purger sa peine. Le leader du PASTEF est condamné à 2 ans de prison. Selon le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, Ousmane Sonko n'a pas été officiellement averti de sa condamnation. Il était absent lors du procès. L'intégralité de la décision de justice est toujours en cours de rédaction. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, Ousmane Sonko, principal opposant au président actuel Macky Sall, est désormais inéligible pour la présidentielle de 2024. Sa condamnation avait déclenché les pires troubles qu'ait connus le Sénégal depuis des années. Au moins 16 morts selon les autorités, 23 selon l'ONG Amnesty International et 26 selon l'opposition. Aujourd'hui, le gouvernement sénégalais promet la transparence sur ces événements. J'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basée sur des faits avérés. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Ousmane Sonko, toujours bloqué par les forces de sécurité chez lui à Dakar, continue de crier au complot. Après les terribles émeutes, la coalition d'opposition Yehui Askanoui a d'ailleurs elle-même saisi le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Et c'était un sujet de Mathieu Nicolas. Au Mali à présent, clap de fin ce vendredi à minuit pour la campagne du référendum constitutionnel du 18 juin. Et les Maliens sont appelés aux urnes dimanche. Pendant 2 semaines, les partisans du oui et du non ont tenté de convaincre les électeurs, à l'image de Kidal, contrôlé par les mouvements armés qui ne se sentent pas concernés par le projet de la nouvelle constitution. Je vous propose d'écouter le camp du oui et du non à quelques jours du scrutin. On a opté pour le oui parce que ça fait des années que les Maliens se battent pour un changement, pour un Mali courant en un mois en Bambara. Et ce Mali courant-là est impossible sans un changement profond, c'est-à-dire un changement profond de nos textes, de notre constitution. Parce que le peuple attend beaucoup de choses qui sont irréalisables sans le changement de constitution. Raison pour laquelle nous avons opté pour le oui. Pourquoi le non? Parce que nous avons dit non par rapport
à un principe que nous avions combattu depuis longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, le côté laïcité, et surtout la laïcité de l'école. Donc, autant inciter les gens à voter non. L'ONU appelle à la mobilisation pour éviter un désastre humanitaire au Darfour alors que la guerre continue de faire rage au Soudan. La situation humanitaire à travers le pays continue de se détériorer, a martelé Martin Griffiths, le responsable des affaires humanitaires aux Nations Unies. Mathieu Nicolas pour les explications. Toujours pas de répit au Soudan. 2 mois après le début du conflit, le pays est toujours confronté à un quotidien chaotique. Tirs d'artillerie, combats de rue, bombardements. Les 2 généraux sont encore loin de baisser les armes. Au Darfour, la population vivrait un cauchemar. Cette région du Soudan, qui a connu l'horreur au début des années 2000, se dirige, selon l'ONU, vers un nouveau désastre humanitaire. Le Darfour est en train de devenir une calamité humanitaire. Les gens sont piégés dans un cauchemar vivant. Les violences intercommunautaires se propagent, menaçant de raviver les tensions ethniques qui ont attisé le conflit meurtrier il y a 20 ans. Le monde ne peut pas permettre que cela se produise. Pas encore. Des nourrissons meurent dans les hôpitaux. Des enfants et leurs mères souffrent de malnutrition sévère. Des camps de déplacés incendiés, des filles violées, des écoles fermées. Et lorsque l'aide humanitaire parvient à se frayer un chemin, la violence fait surface et entrave les efforts des organisations humanitaires. La situation au Darfour préoccupe énormément l'ONU qui appelle les 2 parties à permettre à ceux qui cherchent à fuir de le faire en toute sécurité et volontairement. Nous les exhortons également, ainsi que les personnes influentes, à assurer le mouvement des fournitures et du personnel humanitaire d'autres régions du Soudan et dans des pays voisins vers le Darfour où près de 9 millions de personnes ont besoin d'aide. Alors que le conflit au Soudan entre dans son 3e mois, la violence dans l'ouest du Darfour est telle, selon l'ONU, qu'elle pourrait déboucher sur une guerre civile avec des risques de nouvelles campagnes de viol, de meurtres et de nettoyage ethnique constituant des crimes d'atrocité. Et toujours sur le terrain du conflit au Soudan, jeudi, le tribunal administratif de Nantes en France a donné raison à une réfugiée soudanaise dans une ordonnance pour permettre la réunification familiale. La France a donc 72 heures pour faire parvenir des laissez-passer aux filles de cette mère réfugiée en France. L'ambassade française à Khartoum, qui étudiait la demande de visa de ces filles âgées de 9 et 17 ans, a détruit tous ces documents avant son évacuation en raison du conflit sur place, laissant les 2 mineurs bloqués et sans papier avec leur grand-mère et leur tante à la frontière avec l'Égypte. Retour en France, né en 2013 à l'initiative du Club des bâtisseurs, les JNDA permettent de nouer des relations étroites entre les diasporas africaines et les acteurs économiques des territoires en Europe et en Afrique. Depuis leur création, les JNDA sont un espace de rencontre et d'animation ouvert à tous et sur le monde. Les 15, 16 et 17 juin 2023, les JNDA mettront en valeur les grands acteurs de la relation entre l'Afrique, sa diaspora et la France autour de conférences, débats, d'échanges, d'animations et de workshops dans différents lieux emblématiques de Bordeaux. On écoute à ce propos un invité de marque qui vient tout droit d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il s'appelle Stanislas Zézé, il est le CEO de Bloomfield Investment et c'est sa première année au JNDA de Bordeaux. Il est surtout spécialiste de la notion économique des pays d'Afrique. Écoutez-le. Alors je pense que déjà la première chose, le dynamisme et la jeunesse du continent. En 2030, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Donc ça montre que ça va être un continent très vigoureux, très dynamique. Les ressources humaines, la majorité des ressources humaines de ce monde se retrouvent en Afrique. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place une stratégie pour dire comment ce continent qui finalement va attirer tout le monde parce qu'il a plus de ressources, parce qu'il a plus d'opportunités, parce qu'il a un retour sur investissement intéressant, parce qu'il a la main-d'œuvre, il aura la main-d'œuvre qu'il faudra. Comment, en tant qu'Africains, on s'organise pour ne pas être des spectateurs au moment où tout ça deviendra de vraies opportunités?
Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par Noën Dong et monté par Ahmed Chignou. Ahmed Nejib Chebi, chef du principal bloc d'opposition, comparaît ce vendredi devant le juge d'instruction près du pôle judiciaire antiterroriste. Il serait accusé, comme d'autres détenus politiques, de tentative d'assassinat et complot contre l'État. L'avocate et membre du comité de défense, Dalida Ben Maghrek, trouve scandaleux que le chef du principal bloc d'opposition soit interrogé et accusé à cause d'une simple invitation de l'ambassadeur d'Italie. Ahmed Nejib Chebi a assuré qu'il ne comptait pas coopérer avec le juge d'instruction. Il considère que s'opposer pacifiquement était devenu un crime, assurant que le dossier de complot contre la sûreté de l'État était vide et qu'il n'y avait aucune raison pour justifier les arrestations des opposants politiques. 9 personnes de nationalité égyptienne soupçonnées d'être des passeurs ont été arrêtées en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques. Parmi elles figure le capitaine de l'embarcation qui a chaviré avant de couler, entraînant la mort d'au moins 70 personnes selon le bilan officiel. Selon une source portuaire, le bateau de pêche avait quitté l'Égypte à vide avant d'embarquer des migrants à Tobrouk, une ville portuaire de l'est de la Libye, et il faisait route vers l'Italie. Les personnes arrêtées à Kalamata, le port de la péninsule de Pénopolaise, sont soupçonnées de trafic illégal d'êtres humains. Le porte-parole du gouvernement grec avait déclaré mercredi que des informations non confirmées faisaient état de 750 personnes à bord du chalutier. Un deuil national de 3 jours a été décrété. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est exprimé jeudi sur la radiation de l'ancien président Laurent Gbagbo du fichier électoral. Il y a une semaine, une délégation du parti de Laurent Gbagbo a été reçue par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Réconciliation nationale pour une discussion sur la situation de l'ancien président. Les proches de Laurent Gbagbo ont expliqué que sa présence sur la liste électorale et la question de son amnistie avaient fait l'objet d'un accord lors d'un dialogue politique l'année dernière. Faux! Nulle part dans les conclusions ou dans les discussions, ces deux questions ont fait l'objet d'un accord, a rétorqué le ministre de la Jeunesse Mamadou Touré, invitant à regarder le document par toutes les parties prenantes. Condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la BCEAO, l'ancien président aurait été radié de la liste électorale depuis 2020. En Chine, à la capitale, Pékin affiche 39,4 degrés, un record de chaleur qui a été battu. La capitale chinoise fait face à des températures extrêmes depuis presque 2 mois. Les vagues de chaleur en plein été ne sont pas inhabituelles en Chine, en particulier dans l'ouest aride et dans le sud du pays. Mais ces derniers mois, la Chine fait face à des conditions météorologiques extrêmes, accentuées par le changement climatique selon des scientifiques. En janvier, un record de froid avait été battu en Chine dans la frontière avec la Russie. Et l'an dernier, le pays avait connu son mois d'août le plus chaud depuis le début de ses relevés en 1961, après des semaines d'une canicule d'ampleur inédite. Et dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un nouveau cri d'alarme. Jeudi, lors d'une conférence de presse, il a déclaré que la réponse collective du monde était pitoyable, malgré la perspective annoncée d'une catastrophe climatique. Écoutez-le. Je suis très inquiet de la position du monde sur le climat. Les pays sont loin d'avoir tenu leurs promesses et engagements climatiques. Je vois un manque d'ambition, un manque de confiance, un manque de soutien, un manque de coopération et une abondance de problèmes de clarté et de crédibilité. L'agenda climatique est miné. Les politiques actuelles amènent le monde à une augmentation de la température de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. C'est la catastrophe. Pourtant, la réponse collective reste pitoyable. Les Nations Unies se sont penchées en mars dernier sur la crise mondiale de l'eau, force vitale de la planète, trop longtemps ignorée malgré les milliards d'humains en danger face à sa rareté ou à sa pollution. Illustration des défis climatiques à travers ce reportage. Depuis plusieurs mois, un quart des habitants de cette petite ville de l'Arizona est à sec.
La municipalité de Scottsdale, dont ils dépendent, ne leur fournit plus d'eau. Raison invoquée, la sécheresse qui sévit depuis plus de 20 ans dans la région et qui a réduit le débit du fleuve Colorado d'où vient leur eau potable. L'eau doit donc être acheminée de plus loin et coûte plus cher. Entre 900 et 1100 euros par mois, c'est ce que pourrait payer Wendy Evans lorsque l'approvisionnement normal sera rétabli. En attendant, ils récoltent l'eau de pluie. L'Ouest américain n'est pas le seul à se battre pour l'eau. Partout dans le monde, les tensions se multiplient au rythme des sécheresses de plus en plus nombreuses, conséquence du réchauffement climatique. L'ONU estime que 2,3 milliards de personnes connaissent déjà des pénuries d'eau. La France aussi a été touchée par une sécheresse sans précédent cet hiver et de nombreux départements font face à des restrictions d'eau. Selon l'ONU, la répartition des ressources en eau pourrait devenir un enjeu majeur des années à venir et provoquer des tensions internationales si les pays n'arrivent pas à s'entendre. Face au manque d'eau, des projets voient le jour un peu partout pour mieux réutiliser celle qui existe. Ici, en Afrique du Sud, cet ingénieur a développé un système innovant pour rendre potable l'eau acide tirée de l'exploitation minière. Un groupe d'experts estime que sécuriser l'eau pour tous d'ici 2030 coûterait à peine plus d'1% du PIB mondial. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud et bon week-end.